Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dans cette vidéo, on abordera la deuxième partie de la géométrie des masses consacrée aux tenseurs d'inertie. Mon exposé se déroulera selon le plan suivant. En particulier, on verra de près les notions de moment et de matrice d'inertie. Ces notions seront illustrées par de multiples exemples. Commençons par l'introduction de la notion de moment d'inertie. Comme on l'a vu précédemment, dans la partie masse, on a dit que l'inertie caractérise la résistance qu'oppose un corps par sa nature propre à une variation de mouvement. Pour un mouvement de translation, la masse suffit pour définir cette quantité. Par contre, pour un mouvement de rotation, il est nécessaire de préciser la répartition de cette masse par rapport à des axes spécifiques. Pour définir le moment d'inertie, on va se baser sur la figure ci-contre, où on a spécifié un repère de référence, le repère R d'origine O, dans la base de projection IJK, qui sont les vecteurs unitaires des axes OX, OY et OZ. Dans ce repère, on a introduit le solide sigma et la droite delta. Cette droite delta passe pour l'origine O et elle a un vecteur unitaire U, dont les composantes sont alpha, bêta, gamma dans la base de projection. Le solide sigma de masse petit m, notons P un point courant de cette solide et H le pied de la perpendiculaire ABC à partir de P sur la droite delta. Dans ce cas-là, le vecteur position OP est défini par les trois composants cartésiennes X, Y et Z. Qu'est-ce qu'on appelle moment d'inertie? On appelle moment d'inertie I delta du solide sigma par rapport à l'axe delta, la somme des masses élémentaires multipliée par le carré de la distance du point courant à cet axe. Il est calculé par la formule suivante, donc c'est une intégration de la quantité R au carré dm sur la totalité du volume occupé par le solide. Cette quantité I delta est positive et caractérise la distribution de la masse du solide considéré par rapport à l'axe delta. Cet axe-là, delta, il est défini ici d'une façon quelconque. Donc, il peut être coïncident avec l'axe X, avec l'axe Y, avec l'axe Z. Et dans ce cas-là, I delta va correspondre par la suite au moment d'inertie par rapport aux axes X, par rapport à l'axe Y, par rapport à l'axe Z. Comme I delta a la dimension du produit d'une masse par le carré d'une distribution, on peut l'écrire sous la forme I delta qui est égale à la masse m du corps rigide fois une distance r au carré. La distance grand R définit ce qu'on appelle dans la littérature le rayon de gyration. Plus le rayon de gyration est grand, cela veut dire que la masse est répartie loin du l'axe de rotation. D'accord? Donc, c'est une façon de caractériser globalement la répartition de la masse autour de l'axe. Dans le cas général, le moment d'inertie I delta par rapport à une droite delta quelconque peut se calculer en fonction d'une matrice d'inertie qui est définie au niveau d'un point Q quelconque pour le solide sigma considéré. En fait, I delta s'obtient tout simplement par l'écriture suivante. U transposé fois I fois U. Donc, I, c'est une matrice, 3 fois 3, et le vecteur U, comme on l'a vu ici, c'est un vecteur ayant 3 composantes.
Donc le résultat de ce calcul est un scalaire. La grande question qu'on développera par la suite, c'est la façon sur laquelle on va déterminer cette matrice d'inertie. On va maintenant présenter la démonstration de la dernière relation qui donnait l'expression du moment d'inertie I delta en fonction du tenseur d'inertie. Pour cela, on va toujours utiliser la même figure vue précédemment et on va introduire d'abord la notation adéquate. Donc HP, le module de vecteur HP qu'on voit ici sur la figure, on a dit qu'il correspondait à R. Et cela peut être calculé autrement en disant que R il est égal au module du produit vectoriel U vectoriel OP. Donc ça va nous donner, c'est le module du vecteur unitaire U fois le module du vecteur OP fois sinus l'angle compris entre les deux vecteurs U, OP. Donc l'idée, c'est dans ce triangle rectangle OPH, n'oubliez pas que H, c'est le pied de la perpendiculaire qui est construite à partir de P vers la droite delta. Donc on peut avoir donc directement, donc regardez ici, le module du produit vectoriel OP fois U, donc le module de ce produit vectoriel, il va se calculer moyennant le vecteur OP, le vecteur U et l'angle compris entre les deux. Et comme U c'est un vecteur unitaire, donc U c'est un vecteur unitaire, donc son module il est égal à 1. Donc qu'est-ce qui va rester dans cette expression? Donc ici on a 1, donc il va rester uniquement le module c'est le module de U qui est égal à 1, donc qu'est-ce qui va rester dans cette expression? Uniquement, il va rester le module de OP, scalaire sinus l'angle entre U et OP. Donc, cela va servir pour le calcul de notre intégrale qui apparaît dans l'expression de I delta. On a dit que I delta, c'est l'intégrale de R au carré dm. Et R, c'est HP, comme on vient de le définir. Donc, on remplace par l'expression de HP, qu'on a démontré que HP, donc HP, c'est le module du produit vectoriel U OP. Donc, on lève ça au carré, donc ce qui nous permet d'avoir cette écriture. Déterminons maintenant dans la base de référence les composantes du vecteur U vectoriel OP en utilisant une autre technique. Donc on a vu dans le chapitre 1 concernant les outils du calcul vectoriel que le produit vectoriel U vectoriel OP il est non commutatif et également regardez qu'est-ce qu'on a fait exactement dans cette écriture. On a inversé l'ordre des deux vecteurs. Par ailleurs, le produit vectoriel OP par U peut être calculé en utilisant la matrice de pré-produit. Donc, c'est une matrice antisymétrique associée au vecteur OP. Donc, la diagonale, elle est nulle. Et les termes extra-diagonaux représentent les composants du vecteur OP. Donc, le résultat de ce calcul correspond exactement au produit vectoriel OP par U. Donc, cette écriture va nous faciliter notre démonstration. Donc, on revient à l'écriture de I delta qu'on a trouvé ici. Donc, on a U vectoriel OP levé au carré. Donc, on va substituer cette expression ici, qu'on a trouvée ici, dans cette intégrale. Donc, avant de remplacer, donc on va développer davantage. Regardez, donc OP vectoriel U au carré. Donc, ça reviendrait à écrire OP vectoriel U transposé OP vectoriel U.
Donc, c'est une écriture équivalente. Donc, on remplace cette écriture à l'intérieur ici. Donc, la première partie, donc, elle va porter un transposé. Elle est là. La deuxième partie, on y remplace directement. Et nous savons de point de vue algèbre que la transposée de produit de deux matrices va nécessiter l'inversion de l'ordre des deux matrices et de faire la transposition. Donc, on va avoir U transposé fois la matrice antisymétrique transposée fois la deuxième expression qui reste intacte. Donc, la transposition va impliquer l'inversion, plutôt la permutation des termes extradiagonaux, ce qui va nous permettre d'avoir tout calcul fait. Donc, quand on inverse l'ordre des termes extradiagonaux, on va avoir cette matrice-là. Cette matrice-là. Donc, souvenez-vous que ce développement a été fait pour la quantité U vectorielle OP levée au carré. Donc, elle nous a mené vers cette écriture U transposée fois cette matrice multipliée par U. Donc, cette quantité va être remplacée dans l'intégrale. Donc, on va écrire que I delta va être égal à l'intégrale de U transposé fois la matrice. Attention, cette matrice, elle est symétrique, multipliée par U dm. Donc, sous l'intégrale, on a cette matrice-là. Souvenez-vous que U, c'est un vecteur unitaire constant de composante alpha, bêta, gamma dans la base IJ. Donc, c'est un terme qu'on peut faire sortir de l'intégrale. Donc, on va le faire sortir de part et d'autre, donc en amont et en aval. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'apparition de notre matrice d'inertie I calculée au niveau du point Q, sigma. Donc, le point Q, comme je l'ai dit, peut correspondre à n'importe quel point, en particulier ici, le point O. Donc, la matrice I va être présentée dans la diapo suivante en détail. On peut maintenant définir c'est quoi la matrice d'inertie ou tenseur d'inertie. Donc, la matrice d'inertie au niveau du point Q du solide sigma et la matrice IQ sigma définie comme suit. Donc, c'est une matrice qui comporte essentiellement 6 éléments dont l'unité est le mètre carré par kilogramme et qui caractérise la répartition de masse dans le volume occupé par ce solide. Donc, cette matrice peut être notée sous différentes formes. Donc, on a la première forme suivante, donc A, B, C, donc ce sont les éléments de la diagonale, et les termes extradiagonaux sont les termes D, E, F. Donc, A va être égal à l'intégrale de Y au carré plus Z au carré dm. B correspond à l'intégrale de X au carré Z au carré dm. C correspond à l'intégrale X au carré plus Y au carré dm. Par ailleurs, les termes extradiagonaux D, E, F correspondent aux intégrales que vous voyez ici. Donc, une autre notation qui est utilisée dans la littérature, donc on va mettre pour les termes diagonaux IXX, IYY, IZZ. Les termes extradiagonaux sont notés IYZ, IXZ et IXY. Donc, les termes A, B, C ou X, X, I, Y, Y, I, Z, Z sont appelés les moments d'inertie par rapport aux axes successivement X, Y et Z. Les termes extradiagonaux D, E, F ou les termes I, Y, Z, I, X, Z, I, X, Y sont appelés les produits d'inertie. Ces termes extradiagonaux, dans le cas où ils sont non nuls, au fait, ils caractérisent une certaine asymétrie dans la répartition de masse du corps considéré. Justement, dans le contexte de l'équilibrage des rotors, par exemple, on observe de près la valeur de ces termes diagonaux qui sont source
de perturbations dynamiques lors de la rotation des rotors. Par ailleurs, on peut introduire la notion d'opérateur d'inertie au point de calcul Q du solide sigma considéré. Donc on a la notation suivante, donc I2 bar Q seconde sigma, c'est l'application qui associe à tout vecteur U le vecteur suivant. Donc U de bar fois U va être égal à l'intégrale, donc QP vectoriel U vectoriel QP dm. Cette quantité peut être développée de la même façon qu'on a utilisé pour calculer les composantes du tenseur IQ sigma. Donc il suffit d'introduire la matrice de préproduit associée au vecteur QP dont les composantes sont x, y, z. Donc le point P, c'est le point courant du solide. Donc il faut revenir aux diapos précédentes pour voir la façon selon laquelle on a fait les développements. Donc, et on va avoir des expressions impliquant systématiquement la matrice I de Q. Donc on va retrouver exactement les mêmes termes. L'essentiel, donc il faut savoir que l'opérateur d'inertie, il est différent de la matrice d'inertie parce que l'opérateur d'inertie, c'est une application, d'accord? Donc c'est une application qui associe à tout vecteur un vecteur. Le résultat de ce calcul, en fait, c'est un vecteur qui est égal à la matrice d'inertie multipliée par le vecteur I. Une autre remarque importante à ce stade, c'est que pour la mise en œuvre des calculs associés à la matrice d'inertie, IQ sigma, il y a ces intégrales-là qui font intervenir l'élément dm. Et on a vu dans les diapos précédentes que dm représente l'élément de masse autour du point courant P. L'expression à utiliser lors des calculs pour dm doit être adaptée à la nature du corps considéré. Si on a un corps linéique, donc une répartition de masse linéique, donc on va écrire que dm est égal à lambda dl. Si on a un corps surfacique, donc une répartition de masse surfacique, on va écrire que dm égale à sigma ds, avec sigma, c'est une densité de masse surfacique. Par ailleurs, si on a un corps volumique, donc on va écrire dm est égal à ρ dv, avec ρ, c'est une densité de masse volumique. En outre, les expressions des éléments dl, ds et dv, des éléments de linéique ou de surface ou de volume, sont à adapter en fonction de la nature géométrique de l'élément considéré. Donc si on a par exemple un système sphérique, on doit utiliser les coordonnées sphériques pour décrire l'élément de volume. Si on a un élément rectangulaire, donc on doit avoir des systèmes de coordonnées cartésiennes pour décrire ce système-là, etc. Donc la mise en œuvre des calculs des différents éléments de la matrice d'inertie doit être adaptée à la nature à la fois de la répartition de masse et à la nature géométrique du système. La matrice d'inertie qu'on vient d'introduire possède un ensemble de propriétés. En effet, elle est symétrique, donc diagonalisable. Il existe en conséquence trois valeurs propres réelles qui sont appelées moments d'inertie. En outre, à ces valeurs propres réelles correspondent trois vecteurs propres. Si on définit les droites issues du point de calcul Q du tenseur d'inertie et qui sont orientées dans les directions propres, donc on va les appeler ces axes, les axes principaux d'inertie. Un solide présentant un plan de symétrie possède une matrice d'inertie ayant deux produits d'inertie nuls. Si on regarde de près ce corps-là, par exemple, on constate que ce corps possède
le plan de symétrie OXY. Donc, on a de part et d'autre de ce plan une symétrie de matière. À cet effet, la matrice d'inertie correspondante va contenir les termes DE nuls. Donc, il n'y a que 5 éléments de la matrice, 4 éléments à déterminer, A, B, C et F. Si maintenant le solide présente deux plans de symétrie, donc la matrice de ce solide-là va être diagonale. Sur cette figure, on a présenté un solide dont la géométrie présente une symétrie par rapport au plan OX, Y et au plan OY, Z. À cet effet, tous les termes extradiagonaux D, E, F sont nuls. Ces termes extradiagonaux nuls montrent que la base, ou plutôt les axes OX, OY et Z, sont des axes principaux d'inertie. Donc la matrice, elle est diagonale. Un cas également très intéressant, c'est le cas où on a un axe de révolution, comme ici, ce corps possède une symétrie ou présente une symétrie autour de l'axe Z, donc c'est un axe de révolution. À cet effet, non seulement les termes extradiagonaux D, E, F sont nuls, mais également on a la similitude entre le premier terme A et le terme B ici, donc on va avoir A est égal à B. Enfin, un cas particulier qui est intéressant sur le plan pratique, c'est pour les systèmes présentant une forme qui peut être contenue dans un plan. Donc c'est un solide sous forme de plaque d'épaisseur négligeable, comme celui représenté sur cette figure-là. Donc c'est une plaque qui est contenue dans le plan OXY, donc l'épaisseur selon l'axe Z, elle est négligeable. Donc si on remplace dans les termes D et E qui contiennent la variable Z, si on remplace par Z est égal à 0, on va avoir l'annulation de ces deux termes extradiagonaux. Donc la matrice va contenir uniquement 4 termes non nuls. Donc, sur le plan pratique, lors du calcul des éléments de la matrice d'inertie, il faut observer la présence ou non d'une éventuelle symétrie. Cela va nous permettre d'éviter des calculs inutiles. C'est exactement la même procédure qu'on a définie pour le calcul du centre de gravité. Sur cette diapo, on va présenter un ensemble d'exemples qui illustrent les matrices d'inertie de corps homogènes. Dans le premier exemple, on a le cas du parallélépipède, pour lequel il faut utiliser un élément de volume dV qui est exprimé en termes de coordonnées cartésiennes. Donc c'est un corps qui présente trois plans de symétrie, donc les termes extradiagonaux sont nuls. Le deuxième exemple est celui d'un cône de rayon de base R et de hauteur H. Donc la matrice d'inertie qui est donnée ici est une matrice d'inertie calculée au niveau du sommet S. Et comme l'axe Z est un axe de révolution, on va avoir les termes extradiagonaux qui sont nuls. Donc l'élément de volume qui doit être utilisé pour le calcul de cette matrice d'inertie est de préférence un disque qui est pris à des hauteurs Z variables, et donc ce disque-là va avoir un rayon R qui doit s'adapter en fonction de la hauteur du point de calcul courant. Le troisième cas est un disque d'épaisseur négligeable long de Z, donc, et en plus dans le plan
GXY de calcul, on a une similitude entre l'axe X et l'axe Y, ce qui fait on va voir que X et Y sont identiques. Et par contre, par rapport à l'axe Z, on va avoir l'axe Z qui est égal, donc le moment d'inertie par rapport à l'axe Z qui est égal à celui par rapport à X plus celui égal à Y. Le quatrième cas, c'est celui d'une tige cylindrique de rayon négligeable de longueur L. Donc la matrice d'inertie, elle est calculée au niveau du centre de la tige et on va voir une matrice qui ne contient que deux éléments. Donc le premier élément, ça représente le moment d'inertie XX. Le second, qui est identique au premier, c'est le moment d'inertie par rapport à Y. Donc le moment d'inertie par rapport à l'axe Z, il est nul parce que on a considéré que l'épaisseur, elle est négligeable le long de Z. Le cinquième cas, c'est celui d'une sphère creuse. Hein. Et le dernier cas, c'est celui d'une sphère pleine. Au fait, la sphère sont calculées relativement simple, les deux sphères, parce que c'est un corps qui représente une symétrie par rapport au centre. Donc les termes extra-diagonaux sont tous nuls, et en plus les termes de la diagonale, donc A, B et C, dans les deux cas, qu'elles soient creuses ou pleines, sont identiques. Comment déterminer le terme, par exemple, A dans les deux cas de figure? Il faut adapter l'élément de volume à la géométrie considérée. Si on considère, par exemple, la sphère pleine, on doit prendre un élément de volume sur la base de système de coordonnées sphériques. Donc, impliquant le paramètre R et les deux angles site azimut pour pouvoir calculer ce terme-là. Donc, je vous invite à s'exercer, donc essayer de faire les intégrales relatives à chacun des termes et retrouver les différentes matrices d'inertie données ici. On va définir maintenant la matrice d'inertie dans un cas particulier qui est le cas où le système sigma se réduit à une masse ponctuelle MI qui se trouve au niveau d'un point MI, XI, YI, ZI, d'accord, dans le repère de référence OIJK ou OXYZ. Alors la matrice d'inertie associée à ce point matériel prend la forme simple suivante. Donc c'est MI multiplié par YI au carré ZI au carré, ça c'est pour le terme A. Pour le terme B, c'est XI au carré plus ZI au carré. Pour le terme C, c'est YI au carré plus XI au carré. Pour les termes extra-diagonaux, on a D, il est égal à le produit YI, ZI, bien sûr multiplié par la masse, il ne faut pas l'oublier, donc elle est mise en facteur ici. Le terme E, c'est XI, ZI, et le terme F, c'est XI, Donc c'est un calcul relativement simple auquel on fait recours généralement pour apporter des corrections. Par exemple, dans l'opération d'équilibrage des rotors, on utilise cette formule-là pour calculer la matrice d'inertie associée à une masse de correction qui est considérée ponctuelle. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où on a un système matériel qui est constitué de n masses ponctuelles MI? Donc, au lieu d'avoir une seule, on va avoir un ensemble de n masses matérielles qui vont se trouver au niveau de différents points MI de coordonnées XI, YI, ZI dans la base de référence OIJK ou OXYZ. Alors, dans la matrice d'inertie globale du système sigma considéré va être obtenue tout simplement par l'addition des matrices élémentaires associées à chacune des masses MI. Donc, il faut calculer pour chacune des masses
MI considéré pour I allant de 1 jusqu'à N, la matrice d'inertie élémentaire, et par la suite procéder à l'addition de ces matrices élémentaires pour obtenir la masse globale. À cet effet, on peut présenter l'exemple suivant. Donc, on considère 3 points matériels de masse 3, 5 et 2 kg qui sont successivement situés au point A, B et C. Donc, les coordonnées sont données dans la même base X, Y, Z. Donc, ces coordonnées sont données en mètres. Donc, il est demandé de calculer les moments d'inertie par rapport aux axes X, Y et Z de la base. Donc, la solution, elle est très simple. Il suffit de reprendre les termes correspondant au moment X, Y, Z ou A, B, C. Donc, on a les expressions que vous avez ici. Donc, application numérique faite, on va aboutir à la valeur X qui est A de 63 kg/m². Pour I, Y, donc c'est le terme B, donc c'est 81 kg/m². Enfin, pour IZ, c'est le terme C, donc c'est 44 kg/m². Dans certaines situations, on a besoin de calculer le tenseur d'inertie au niveau de points qui sont différents du centre d'inertie. Pour cela, il faut connaître les règles selon lesquelles on doit effectuer le changement du point de calcul. Donc, c'est le théorème de Huygens. En effet, si on connaît le tenseur d'inertie au niveau du centre de gravité G, du solide, qui est donc ce tenseur calculé dans la base IJK du repère X, Y, Z, et on désire calculer ce même tenseur, un autre tenseur d'inertie, mais cette fois-ci au niveau d'un point A qui est différent de G. Ce point A, il est défini par ses coordonnées relatives par rapport à G, donc A, B, C. Donc le vecteur GA a les coordonnées A, B, C. Dans ce cas-là, le tenseur d'inertie calculé au niveau du A, mais dans la même base IJK, donc les axes X, Y, Z sont parallèles, donc ce repère en A, il est obtenu par simple translation triaxiale. D'accord? Donc le tenseur d'inertie va être obtenu par cette formule. Donc le tenseur d'inertie au niveau du point A est égal au tenseur d'inertie au niveau de G plus M multiplié cette matrice complémentaire. Donc c'est une matrice qui dénote au fait en réalité que le solide il est considéré comme concentré au niveau du point A. D'accord? Donc cette relation elle est très utile dans beaucoup de situations et elle permet donc de calculer au fait les tenseurs d'inertie des sous-ensembles mécaniques de forme complexe et de ramener les tenseurs d'inertie au niveau des points communs. Mais il faut faire attention au fait que cette relation ne permet pas de passer d'un point Q quelconque à un autre point P quelconque. D'accord? Donc il faut toujours passer par le point intermédiaire G. D'accord? Donc c'est très important de tenir compte de cette remarque-là. Une autre règle de changement de calcul ou de base de calcul, c'est un cas qui peut surgir dans la pratique si par exemple on a un corps qu'on fait tourner autour d'axes qui sont différents par rapport aux axes d'inertie principaux. Donc si on connaît la matrice d'inertie du solide sigma en un point Q de la base B1, et on se propose de déterminer cette matrice en ce même point, mais dans une base B2 qui est différente à B1. Dans ce cas-là, les deux tenseurs d'inertie calculés dans les deux bases sont reliés par cette relation que vous voyez ici. Donc, on va dire que le tenseur d'inertie exprimé au niveau du point Q et calculé dans la base B1 va être égal à P-1 fois I fois P. Donc la matrice P
désigne la matrice de passage de la base B1 à la base B2. Et pour calculer cette matrice de passage, il suffit d'assembler, donc colonne par colonne, les vecteurs de la nouvelle base B2 écrits dans l'ancienne base B1. Donc c'est comme ça qu'on change les bases de calcul, mais bien sûr en gardant le même point de référence. Donc ce sont ces deux théorèmes, donc plutôt ces deux outils de calcul qui permettent de changer soit le point de calcul, soit la base de calcul. Mais dans certaines situations, on peut avoir les deux. Donc on change d'abord le point de calcul et ensuite on change la base de calcul. Ça va nous permettre donc de retrouver le tenseur d'inertie de notre système matériel selon la position et l'orientation désirée.